Bonjour et bienvenue sur Wild Loop Yacht. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept assez spécial. J'ai tourné mon premier petit documentaire avec les moyens du bord et j'en suis extrêmement fière parce que c'était un rêve de gosse comme on dit, de tourner un documentaire et puis d'aller au cœur de la protection de la faune sauvage, en commençant du coup par les renards parce que les renards sont dans mon cœur. Donc voilà, je suis allée au cœur de la Dordogne ce mois d'août pour rencontrer Karine, qui est la fondatrice du refuge Le Clos des Renardises, qui est un refuge pour les renards rescapés. Donc voilà, là-bas, les renards, ils arrivent blessés, un peu traumatisés, assez faibles. Et le rôle de Karine, c'est de leur donner une seconde chance dans ce petit havre de paix, de les soigner et d'en prendre bien soin. Voilà, donc je vous laisse avec la suite. Est-ce que tu peux présenter du coup l'association, comment elle est née et comment tu as eu cette idée, même si tu m'en as déjà parlé tout à l'heure. Oui, Mais d'où vient le nom, pourquoi Oui, d'accord. Voilà. Bah, écoute, l'association, je vais partir depuis le début. Je suis assistante vétérinaire depuis que je travaille, depuis mes 19 ans. J'ai fait 1 an d'essai dans des études, mais pas du tout animalière, donc ça ne m'intéressait pas, parce que j'étais baignée, je suis née dans les animaux, mes parents adoraient les animaux, donc j'étais bercée dans les poils, les plumes. Et j'ai travaillé pendant 15 ans à la faculté de médecine vétérinaire à Liège, qui est l'école vétérinaire francophone du pays, où j'ai travaillé essentiellement dans les chevaux, au service de physiologie, au centre de médecine sportive du cheval. C'était une grande passion. Puis j'ai tourné la page à un moment donné, moment crucial parce que j'ai perdu mon cheval. C'était très difficile, j'ai continué, mais j'ai perdu le feu sacré. Voilà, c'est passé comme ça. Mais c'est un peu grâce à lui que je suis peut-être là aujourd'hui, parce que j'étais passionnée de randonnée, même si j'ai fait du concours hippique. Mais avec lui, je ne voulais pas l'abîmer sur les concours. Et donc, je faisais beaucoup de balades et je voyais énormément de faune sauvage. Et comme j'avais la chance de l'avoir chez moi, en box, on allait se balader et je voyais souvent des renards. Justement, on en a pas mal en Belgique. Et là, tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai même adopté une louve. J'avais toutes sortes d'animaux à la maison, toujours je ramenais des animaux perdus, des animaux blessés. Et puis bon, pour faire court, après les chevaux, j'ai travaillé avec un vétérinaire qui faisait de la médecine rurale, donc les animaux de ferme, les vaches essentiellement et les cochons. Et puis, il faisait encore un petit peu d'équine et un tout petit peu de petits animaux, donc chien, chat. Oui. Et en Belgique, le métier d'assistant vétérinaire n'était pas reconnu. Donc, tout le monde pouvait s'improviser assistant veto, et on apprenait sur le tas. Et moi, j'étais formée, par contre, à la fac de médecine vétérinaire, spécifiquement sur les chevaux. Et puis, j'ai décidé, à un moment donné, il y a eu des études qui se sont ouvertes, qui ont été créées, et j'ai repris les études à 40 ans, et j'ai fait 2 ans pour devenir assistante vétérinaire diplômée pour les petits animaux, donc chien, chat et nac. Et là, j'ai fait mon stage chez un ami, parce qu'en Belgique et en plus en province de Liège, c'est un village, donc tout le monde connaît tout le monde. Et en ayant fait déjà ma jeunesse dans les animaux, puis en ayant travaillé dans les chevaux, je connaissais pas mal les vétos. J'ai un peu choisi mon maître de stage qui travaillait tout seul. Et puis qui s'est rendu compte que c'était bien d'avoir 2 mains de plus, donc j'ai été embauchée. Et on faisait pas mal de faune sauvage et on nous amenait des renards blessés sur le long des routes. Là, c'est là que... là, j'ai commencé à bien aimer m'en occuper, même si on ne les gardait que très peu de temps. Ils étaient envoyés dans des centres de soins, il y en a là aussi. J'ai rebondi, je me suis dit... je vais faire la faune sauvage. Je me suis renseignée aussi parce que je me dis en parallèle, je pourrais peut-être voir un peu ce qu'il y a comme centre de soins dans le coin, voir un petit peu les réseaux faune sauvage. Et par chance, il y en avait un qui n'était pas trop loin, sur le bassin d'Arcachon. C'était le centre LPO Audange qui fait toute espèce. Et j'ai été faire du bénévolat d'abord, et puis j'ai fait un éco-volontariat pendant 3 ans. Et là, j'avais demandé, moi j'étais intéressée, je me dis, bon, c'est pas bien, je préférais qu'il n'y en ait pas, mais est-ce qu'il y a parfois des renards ? Ouais, c'est super rare. Un peu déçue, mais bon, tant mieux, hein. Ou alors tant mieux, parce qu'ils sont rusés, ils se font pas choper, ou bien ils se font désinguer direct sur le véhicule et ça ne pardonne pas. Et l'année où je suis arrivée, ils en ont eu mais plein. C'était un signe. Ils en ont eu vraiment beaucoup, et comme ils connaissaient ma passion et puis qu'ils avaient confiance, comme j'étais assistante veto, donc je leur ai donné des coups de main pour différentes choses. Ils m'ont dit, écoute, normalement les renards, les bénévoles, ils n'ont pas accès parce que c'est dangereux.
ils mordent, c'est des espèces dites dangereuses. Et j'ai pu soigner, assister à tout ça et assister à des relâchés. C'était des choses extraordinaires. Génial, ouais. Et puis un jour, il y en a eu un qui se laissait pas, qui ne réagissait pas au traitement comme il fallait et il savait pas s'il allait être euthanasié ou pas parce qu'on n'arrivait pas à le relâcher. Heureusement, ils l'ont gardé très longtemps. Il y a un acupuncteur qui est venu faire des soins et finalement, ils ont pu le relâcher. Mais je me suis dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? En euthanasie. Et là, je me suis dit, c'est quand même raide, quoi. Et les autres animaux, comme les cygnes, les chevreuils, on peut les mettre dans des parcs animaliers. Il y avait eu un cas d'un cygne qui a été placé chez un particulier qui avait un étang avec d'autres cygnes. Voilà, moi je me dis, c'était un peu tristouné. Et ça a mûri. Et je me suis dit, déjà, j'avais suivi les formations donc de soigneur faune sauvage, l'initiation, le perfectionnement, plus toute la pratique en éco-volontariat. Et puis j'ai mûri l'idée et puis j'en ai parlé avec la capacitaire. Elle me dit, oulala, ouvrir un truc pour les renards, ici, mais même en France en général, bonne chance. Hein, mais vas-y, hein, qu'elle dit, il faut que tu passes ton certificat de capacité. Donc Internet, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut que je fais, qu'est-ce qu'il faut que je l'écrive. J'ai préparé mon certificat, c'est un bon gros dossier. Comme je ne demandais que le renard à ce moment-là, c'était un bon gros dossier que j'ai envoyé à la DDTM là-bas. Je voulais faire centre de soins. La nana, elle me rappelle, non, ça ne va pas être possible, je vous dis tout de suite, votre dossier est très bien, mais un centre de soins renard, non. Elle dit c'est un nuisible, c'est un gibier, il est nuisible. En plus, il y a Audange qui potentiellement peut les prendre. C'est non, vous allez vous confronter à un mur et ce sera non. Et c'est elle qui m'a donné l'idée, mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas plutôt un refuge pour des renards qu'on ne peut plus relâcher, et puis vous les garderez, et puis ils seront dans votre refuge. Ça passera mieux, qu'elle me dit. Ah, j'ai dit bingo. Je dis, je dois recommencer mon certificat. Non, ne vous tracassez pas. Et elle a transféré le certificat au bon service, et puis ils m'ont contacté, et j'étais me présenter pour leur expliquer vraiment ce que je comptais faire. Et puis j'ai attendu 6 mois, c'est entre 6 mois et 1 an le traitement du dossier. Puis un jour, le facteur est arrivé avec un courrier recommandé, et c'était OK. Accepté. Ah, c'est chouette. Alors moi, je voulais pas le faire à Bordeaux parce que j'habitais en périphérie, donc dans la Cube. Donc là, il faut trouver du terrain, il y a des normes sanitaires, des normes de distance par rapport aux habitations. Et comme j'avais assisté à une assemblée générale de la LPO justement en Dordogne, ils faisaient ça à la ferme du Parco, qui est un lieu c'est un endroit à peu près de 30-40 hectares protégés qui appartient au département, et les bâtiments sont des vieux bâtiments classés et qui sont gérés par une association qui s'appelle la Double en Périgord, enfin soit. Et j'avais trouvé l'endroit mais beau, et je trouvais la Dordogne magnifique. Coup de cœur, ce sera en Dordogne que je ferai mon projet. J'avais de l'espoir. Et puis j'ai envoyé un dossier de demande de principe, d'autorisation de principe. Est-ce que ça vous dérange si j'ouvre, voilà, j'ai un projet de ça. Et puis un jour, je reçois un coup de fil, quelques temps après l'envoi. Madame Grèce, oui, bonjour, c'est le département ici, la direction départementale des territoires. J'ai bien reçu votre demande de projet de refuge, d'ouverture d'un refuge, j'aimerais bien vous rencontrer. Et moi, j'avais pris mes renseignements. Ah oui, ce type-là, oh là là, c'est pas gagné, hein, il est... Et je vais le rencontrer un jour matin, il me donne rendez-vous à 10h du matin dans son bureau, et il m'avait dit qu'il allait faire venir des gens de l'ONCFS à l'époque, c'est maintenant qui s'est fusionné avec l'OFB, enfin qui ont fait l'OFB avec d'autres structures. J'arrive là-bas, et il y avait le monsieur, mais j'étais la première, les agents de l'ONCFS n'étaient pas encore arrivés. Et puis il me voit, il me dit, vous êtes Madame Grèce? Je dis oui, entrez. Et puis le courant est vachement bien passé. Le gars de l'ONCFS, oui, je suis en retard, mais je serai encore en retard, je suis désolée. T'as pas besoin de venir, elle n'est pas dangereuse, elle ne m'a pas mordu, qui lui fait comme ça. Et puis bon, le courant a bien passé, je suis repartie à 16h. Hein. On a discuté de plein de choses. Et sur le principe, il m'a dit, bon, après il me dit, à voir si dans le temps vous allez tenir, pas la promesse, mais le projet. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je fais, et puis ça n'aboutit jamais. Ça n'aboutit pas, ouais. Et puis là c'était donc du coup en 2019 j'ai eu le certificat de capacité, en 2020 je le rencontre, en 2021 je trouve la maison. Tout s'est enchaîné en fait. Tout s'est enchaîné. Ouais. En 2022 j'avais les autorisations de Bardo qui est venu, enfin pas Brigitte mais quelqu'un de là-bas qui est venu voir sur place, qui a dit mais absolument on va suivre, le projet nous plaît bien. Et puis donc 2022, on trouve les fonds, on a fait un crowdfunding, on a fait plein de choses, on a eu plein de dons, dont Bardo, et les travaux ont commencé, mais ça c'était
c'était le début de l'aventure et c'est quelque part la chose la plus rapide. Ce qui est le plus difficile, c'est le côté administratif. Donc le dossier a été constitué vraiment avec les mesures, l'endroit, le numéro de parcelle, les sortes de grillages. Il faut vraiment, c'est un document technique. C'est extrêmement précis. C'est extrêmement précis avec le millimétrage du diamètre du grillage des enclos du renard. Enfin, tout était vraiment très précis. Et c'est seulement que lorsque c'est créé, que le département vient, donc on n'a encore aucune autorisation d'avoir des animaux, il délègue un agent, un technicien, qui vient constater les travaux et qui vient dire oui mais non ça n'ira pas parce que ça ne va pas, mais il ne vient pas pour dire non, ça n'ira pas pour toujours, il vient juste dire bon il y aura ça à vérifier, c'est chaque fois prolongé. Pour le coup, tout était ok du premier coup. Moi je m'étais bien renseignée, donc j'avais quand même vu les enclos dans différents zoos, parcs animaliers, j'avais fait un peu le tour de ce que je pouvais aller voir. Mais par contre après, comme c'était la première fois, il me dit il faut que je rédige un arrêté. Donc il a contacté l'Arche de Cerise, les autorités en Alsace, mais en Alsace c'est pas la même chose que chez nous, la législation est différente. Donc il a pondu son arrêté qui s'appelle l'autorisation d'ouverture, l'AOE. Et donc je l'ai eu, donc il est venu, je crois que les travaux étaient terminés en septembre 2022, il est venu en décembre 2022 et j'ai reçu l'autorisation le 13 avril 2023, le 15 avril quand est la rentrée dans les enclos. Ah ouais. Et ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné, ouais. Donc voilà, on a ouvert à ce moment-là. Voilà un peu pour la petite histoire. Donc c'est une passion au départ. Et puis cette passion, elle s'est un peu transformée parce que c'est bien beau d'avoir, ah oui, j'adore les renards, je veux faire un refuge. C'est pas qu'un refuge. En fait, le refuge, il vient en complément de notre mission. Et notre mission et nos actions, c'est de déconstruire les idées reçues. Oui, sensibiliser. Sur les renards, des renards que les gens, oui, c'est le meilleur pilleur de poulailler du monde. Mais il y a des alternatives. Elles ne sont pas forcément létales. On peut faire un poulailler hermétique, parce qu'en plus il n'y a pas que le renard qui attaque les poules, il y a les rapaces, il y a les fouines, il y a les belettes, il y a même des reptiles, il y a plein même des chats qui attaquent aussi, des poussins, les œufs, qui volent et qui chapardent les poulaillers. Et puis et c'était reconstruire, donc déconstruire ces images-là et ces idées-là à nos publics, comme les maladies, la rage. Il y a encore plein de gens, même des vétérinaires, qui croient qu'il y a encore la rage du renard en France. C'est quand même, Et puis rebâtir, pas sans nier les faits. Bien sûr, il y a les poules, bien sûr, il y a des prédations sur le gibier qui est relâché, des gibiers d'élevage qui n'ont aucun sens de la vie sauvage, qui n'ont pas de distance de fuite. Donc le renard, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher le gibier qui ne bouge pas à son approche. Mais le problème, du coup, c'est pas le renard, c'est... C'est plutôt, c'est un peu nos activités. Et puis, oui, on le classe, il est déjà gibier, c'est une chose, mais on le classe espèce susceptible d'occasionner des dégâts, un terme un peu plus doux que nuisible, mais qui ne change rien dans les faits. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose, mais nuisible pourquoi ? Et qui occasionne des dégâts à qui ? À nous. Ce sont des intérêts toujours privés. Si on se prémunit contre les potentielles attaques ou dégâts occasionnés, on aura réglé le problème et on peut cohabiter. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il y ait une meilleure cohabitation. Prouver qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, et puis montrer comme ils sont hyper intéressants. Il n'y a pas que le renard qui a ce rôle-là, mais il mange quand même 80% de son alimentation, c'est du rongeur. Ces mêmes rongeurs qui vont bouffer toutes les racines ou qui vont dans les greniers bouffer toutes les graines, et qui vont contaminer même avec leur déjection, qui font des ravages dans les cultures. C'est un allié avec d'autres, mais c'est un travail de groupe, c'est la chaîne trophique, et chacun a un rôle. Et trouver tout le temps l'argument à l'humain pour prouver qu'il est utile, ça n'a même pas de sens, parce que si le renard, la belette, l'épervier sont là, la mouche, la guêpe, le moustique, je ne sais pas, mais s'ils sont là, c'est qu'il y a un rôle, c'est qu'il y a une raison pour laquelle ils sont là. Nous, par contre, on peut se poser des questions, mais voilà, en plus, il y a des subtilités. Le renard mange des fruits, les mustélidés mangent des fruits, ils mangent tout, ils mangent avec le noyau, et eux, ils transportent grâce à ça des noyaux d'arbres qui sont à un endroit ils permettent de repeupler. Donc ils participent quand même à l'architecture naturelle de nos paysages, avec des essences en plus parfois, comme la meurise, c'est des arbres qui sont quand même cotés, rares, et puis qui ont une valeur même économique, s'il faut toujours prouver et la valeur économique des choses, et aussi le côté sanitaire. Maintenant, on a mis en avant que le renard, la présence du renard,
favorise la diminution entre guillemets de la maladie de Lyme parce qu'il exerce une pression sur les rongeurs. Déjà, il les bouffe, mais déjà rien que par sa présence, les rongeurs ont un stress, donc sortent moins et se reproduisent moins. Et comme ce sont les rongeurs qui sont les réservoirs de cette maladie, et que les rongeurs sont les premières victimes des jeunes tiques qui ont besoin de faire leur repas sanguin, et c'est comme ça que les tiques se contaminent fait, en faisant leur premier repas ou un repas sur un animal infecté. Il y a plein de petites choses subtiles. Il est détritivore et charognard. Avec d'autres, bien sûr, mais par exemple, on dit oui, il n'a pas de prédateur. Dans certaines régions de France, il y a le loup. Mais c'est pas si prouvé que ça, que le loup soit un prédateur réel du renard, peut-être sur des cas de renard malade, etc. Mais le renard est tellement rusé, il fait très attention au loup, mais par contre, il va manger les restes de ce que le loup ne mange pas. Donc, il est dans la chaîne de ces animaux qui mangent les cadavres et les restes pour éviter les proliférations microbiennes. Voilà, ouais, et c'est plein de choses choses naturelles qu'on ne dit pas, qu'on ne met pas assez en avant. Et moi, je trouve que c'est important de savoir ça. À l'école, on n'apprend plus. Tout ça, on n'apprend pas. Et moi, je trouve que c'est vraiment très dommage. Et c'est vrai que c'est les jeunes qu'il faut sensibiliser avant tout. Ouais. Voilà, c'est pas gagné, mais je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui s'y mettent à sensibiliser. Et ce sont des petits grains de sable, hein, mais pour faire une jolie plage, il en faut plein de grains de sable. Allez, on va d'abord regarder l'infirmerie. Et puis d'abord ici c'est le local d'accueil. Ça c'est pour les gens quand ils sont en honneur et qu'ils l'amènent, ils n'ont pas l'accès à l'infirmerie. D'accord. Donc on les amène ici parce qu'il y a des papiers à remplir. Donc toujours ici c'était un taudis, bon il faut encore on a repeint, on a refait le toit et ça, mais c'était vraiment un truc. C'est un peu l'office d'accueil quoi. C'est l'office d'accueil. D'accord. Avec les documents à remplir, donc celui qui a découvert, celui qui l'a amené, c'est souvent la même personne. Les circonstances de la découverte de l'animal, les coordonnées des gens, ce qu'ils ont fait avec, depuis quand ils l'ont, s'ils lui ont donné à manger ou à boire, s'ils ont... Voilà, tout ce qu'on peut avoir comme information. Et puis après, nous, on le prend en charge et on l'amène à l'infirmerie qu'on va aller voir. Le petit pensionnaire. Ah, mais vous avez des belles installations quand même, hein. Oui, on essaie quand même d'être... en plus, de toute façon, c'est réglementé. Donc, tu vois, c'est un vrai chenil de chien. Mais on a mis ça parce que les renards, ça grimpe, ça saute, ça passerait en dessous de ça. Hein. Et là, on essaye qu'il soit bien, déjà. Ouais, c'est cosy. Voilà, mais là c'est mieux que dans certains refuges pour les chiens. Ouais, mais là c'est vraiment que pour les renards qui vont être en phase après les soins, qui vont être en phase transition, de relâcher. Quoi. Voilà. Après ils seront relâchés et puis là c'est juste pour observer si tout va bien et après hop dehors. Pas dehors, pas ici. Dehors, allez. Pas fort. Oui, allez hop. Oui. Ça on ne relâche pas tout le monde. Et c'est ici notre petite infirmerie minuscule mais très elle est jolie. Très tout et on a 5 cages. Comme ça, on pourra avoir 5 accueils ou moins. Et même si, par exemple, j'ai 3 cas et que c'est des gros cas bien lourds, les autres qu'on me proposera, je les redirigerai comme je le faisais avant. Oui, bien sûr. Donc, on va commencer comme ça pour voir. Parce que c'est déjà super. Les bénévoles, en général, ils travaillent la journée. Donc, les animaux, ils choisissent pas quand ils arrivent, quand ils sont malades ou quand ils sont blessés. Et moi, je suis souvent toute seule. Donc, c'est plus facile de faire petit que d'en avoir tout. Parce que voilà... Au milieu des bois, là pour l'instant, Julien, comme tu peux voir, donc, l'endroit est doublement clôturé. Ça, c'était dans le cahier des charges. Donc, on a fait une clôture périphérique pour éviter que les gens viennent s'approcher trop près des renards et aussi pour les animaux, genre les chiens, les sangliers, les biches, les chevreuils. Et puis à l'intérieur de cette périphérie-là, on a l'autorisation alors de faire les structures vraiment spécifiques, donc des grillages, je crois que ça fait du 4 mm de diamètre, enterrés à 50-60 cm de profondeur, courbe vers l'intérieur. Et on a dû mettre quand même des retours et un fil électrifié quand même. Ouais. SAS aussi double entrée. Le SAS, oui, pour éviter les petites... Ouais. Avec pédiluve aussi à l'entrée. C'est plus pour rentrer, on se nettoie les pieds, les semelles des chaussures pour éviter de ramener, par exemple, dans un milieu rural, s'il y a des vaches qui sont passées et qu'elles sont porteuses de la tuberculose, pour ne pas se contaminer et les contaminer. Après, en soi, normalement, ils n'en meurent pas, mais bon, on ne va pas tenter le diable. Il faut toujours prévoir. Oui, tout ça.
moi je propose qu'on fasse d'abord le tour, Bien sûr. comme ça. Donc ça c'est un petit bâti qui sert du stockage, des litières, paille, copeaux, parce qu'on met de la paille dans les abris, surtout l'hiver, mais j'en mets aussi là parce que perso je trouve ça plus confortable, même s'ils la grattent et qu'ils se mettent sur le bois. Ouais. Mais voilà, voilà le petit loulou, le petit trois pattes. Il fait sa vie, il commence à faire sa vie avec... oui, il se déplace pas mal du tout. Ouais. Et là, il est dans ses débuts avec Lune et bon... C'est la relation qui s'installe. La relation qui commence à s'installer, mais je me méfie de Lune quand même. Mais c'était le but, c'est qu'elle ait un gentil qui fasse un peu sa vie avec... mais il la suit tout le temps, je trouve ça C'est quoi exactement son statut Mhm. et c'est quoi la plus grosse menace en fait pour lui en France? La plus grosse menace, c'est nous, hein, c'est l'homme. Oui, Donc oui, il oui. est déjà gibier. Bon, ça, on ne tend même pas à essayer de le changer. Il restera gibier. Donc ça veut dire qu'il sera chassable de la mi-septembre à la fin février, à peu près comme ça. Mais comme il dérange plus que d'autres, il a été classé nuisible. Donc comme je l'ai dit... espèce susceptible d'occasionner des dégâts parce que nuisible c'était un peu radical et les gens étaient un peu offusqués quand certaines personnes étaient offusquées, mais dans les faits ça reste la même chose. Et ce classement c'est décidé par des instances de chasse, etc. Mais ça passe d'abord par l'État. L'État, par des retours de toutes sortes, d'éleveurs, de chasseurs, etc., fait un catalogue des espèces qui posent le plus de problèmes et propose ce catalogue, je résume, au département qui, eux, en fonction de ce qu'on leur remonte aussi, vont dire, bon d'accord, dans cette liste-là, nous aussi on va choisir celui-là, celui-là, celui-là. Le renard y est pratiquement dans toutes, bien que ça commence à bouger. Et il est choisi dans toutes, c'est voté en commission, en formation, comment ça s'appelle ça, extraordinaire. Donc c'est une formation qui a lieu tous les 3 ans. Et pour 3 ans, on élit les animaux qui vont être classés nuisibles et qui vont pouvoir être tirés, piégés, déterrés pour le cas du renard. Le blaireau, il n'est pas nuisible, il n'est pas encore ésode. Je ne dis pas encore parce que c'est à ça. Piégé, je l'ai dit. Donc détruit toute l'année. Donc il est déjà gibier de septembre à février et de mars à août. Il est potentiellement désingable à souhait. On ne connaît pas les populations en plus. Donc le danger, c'est l'homme. Ouais. Et le danger, c'est l'homme le chasseur, c'est l'homme l'éleveur de volailles. On l'accuse d'être concurrent des chasseurs, mais les oiseaux, par exemple, on a dit qu'il était un potentiel exterminateur d'espèces en danger, mais on se pose les mauvaises questions. D'abord, c'est pas ces espèces fétiches. Si tombe par hasard sur un oiseau au sol qui est un peu malade ou quelle que soit l'espèce pas trop grosse, il va la manger. C'est de l'opportunisme, oui, exactement. Et certains éleveurs disent oui, mais moi, il me bouffe mes agneaux. Ils mangent les arrière-faits, ça c'est sûr. Et maintenant, avec les élevages qu'on fait, d'habitude, la brebis n'avait qu'un agneau en général. Parfois 2, et il y avait toujours un plus faible. C'est toujours la même chose. Quand il y en a 2, il y a toujours un plus faible. Et peu que... parce que moi, j'ai pour avoir travaillé dans les animaux de ferme, etc., et puis même plus jeune, dans les fermes, parce que mon papa était une famille d'agriculteurs et d'éleveurs. Moi, je défie quand même un petit renard, on va aller voir là-bas, c'est pas bien grand, pas bien gros, avec une maman, une brebis qui... On a du mal à se dire que une brebis qui défend son petit, c'est une mère qui défend son enfant. C'est terrible, quoi. Elles ont oui, et puis comme on disait tout à l'heure, le renard va pas chercher à... S'il y arrive pas, c'est... Voilà, exactement. C'est plutôt... Et puis c'est souvent des animaux faibles. Et si la mère laisse faire, c'est que le petit n'avait peut-être pas de chance de survie en plus. Bon, après, il peut y avoir des exceptions, je ne dis pas le contraire. Mais généralement, voilà, ils s'attaquent pas aux troupeaux, ils s'attaquent pas aux veaux, ils s'attaquent pas normalement aux chevreaux, ils s'attaquent pas aux oiseaux en voie d'extinction. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on voit aussi tant de renards en ville ? Parce que l'habitat, il est en train l'habitat naturel diminue au profit de l'urbanisation, au profit de la culture intensive, de l'agriculture intensive, au profit de l'industrialisation, au profit de nous. Et petit à petit, le renard, il a cette chance
qui s'adapte, qu'il a vraiment cette faculté d'adaptation, mais les espèces, et on est en plein dedans, qui ne savent pas s'adapter, Oui. elles reculent pour retrouver encore de la nature, des espaces naturels, et puis quand il n'y en a plus, elles disparaissent. Et celles qui ne savent pas s'adapter, elles disparaissent encore plus vite. Le renard, il fait partie des espèces qui s'adaptent très bien. C'est Oui. quoi, les corbeaux, Les corvidés, les corvidés. Oui, déjà les colombidés aussi, ça aussi. Certains pigeons, rongeurs. les rongeurs, bien sûr. En règle Les générale, rongeurs, ou oui. pas tous En règle générale, les rongeurs, les rongeurs commensaux de l'homme, comme les souris, les rats, les campagnols, oui, ça, ils s'adaptent. Et ça, les fouines également. Fouines, elles peut-être, vivent oui. tout près, que la martre, non. Elle ne Ouais, vit pas c'est ça. trop près des habitations, elle vit plutôt dans la forêt, elle évite de s'approcher des hommes. Mais la martre, elle vit dans les toits, dans les maisons, Oui. Et elle fait aussi du dégât dans les poulaillers. Elle égorge, par contre, elle n'emporte pas. Peut-être Mais voilà, pas. mais ça, c'est toujours de toute façon... C'est comme nous, hein. On va au supermarché par facilité. Eux, c'est pareil, c'est un gain de temps, d'énergie. Enfin, eux, c'est plus le gain d'énergie que de temps, parce qu'ils n'ont pas la notion non plus. Ils ne sont pas pressés de rentrer. Oui, et puis il y a le côté voilà. survie. Ils n'ont pas Le le choix. côté survie. Ils n'ont pas le choix. Surtout quand il y a des petits à nourrir. Et là, pour le moment, je pense que les renards qui ont pu survivre, enfin bon, ils sont plus susceptibles de survivre que des rongeurs, parce qu'avec les sécheresses, les petits rongeurs avec leurs petites pattes, pour trouver de l'eau, c'était un peu plus compliqué. Mais les renards se sont certainement rapprochés des poulaillers cette saison-ci, parce que sécheresse, donc plus de proie. Heureusement qu'il y a des fruits et des insectes un peu, mais sinon c'est un peu compliqué. Oui, c'est de la survie. C'est de la survie, Bien sûr. ils vont plus facile. Donc voilà, c'est l'humain, le grand prédateur. Après, ils ont des prédateurs naturels, surtout les renardeaux. Ils ont le hibou grand-duc, l'aigle royal, le lynx et le loup. Mais sinon... Et encore, le lynx et le loup, il y en a... oui, il faut aller dans Il y en a l'est, sur les doigts. Ouais, là, il y en a sur les doigts. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Et justement, est-ce que vous avez essayé de faire de la sensibilisation avec le monde agricole, les agriculteurs, les chasseurs? Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec eux sur ce... On échange avec le monde agricole par la force des choses ici localement, un petit peu. Bon, après, on n'est pas confronté. On a 3 agriculteurs ici dans le coin avec qui on s'entend très bien. Ils ne voient pas d'inconvénients. Ils ne sont pas forcément bio, mais par contre, nous, on ne le fait pas parce qu'on n'en a pas encore eu l'occasion. Mais de plus en plus d'agriculteurs bio reviennent justement et demandent... laisse revenir les petits prédateurs comme le renard, les fouines sur leur terrain, parce que c'est un allié naturel et gratuit, parce que déjà en plus avec le foin que ça a fait, c'est le cas de le dire, avec la loi du plomb, c'est l'occasion, on en revient un peu petit peu à valoriser un petit peu ce côté naturel et gratuit des petits prédateurs. Et donc petit à petit, ça vient. Petit à petit, ça viendra. Bon, les chasseurs de renards, il y a des chasseurs purs renards, et là, on ne pourra pas leur faire entendre raison, je pense. On entend toujours cette histoire de queues coupées qui vont les chercher dans les terriers, tout ça. Oui, là, le déterrage, ça... On n'est pas anti-chasse, mais on est anti-déterrage. Ça, c'est une pratique. Si on peut faire tout ce qu'on peut pour l'empêcher, pour l'interdire, on y est. On a travaillé, on est au collège des associations à la SFEPM, qui est la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Et il y a quelques années, on a monté un dossier d'argumentaire pour toutes ces espèces de petits carnivores nuisibles, donc les 5, le renard, la fouine, la martre, la belette et le putois. Ouais. Et il a été porté en haut lieu, donc au ministère de l'écologie. Bon, ils disent toujours oui, on va faire quelque chose, mais ils ont été bridés. Ouais. Mais bon, c'est à force de faire des choses comme ça, des démarches, qu'on finira par un jour par avoir des résultats, même si c'est des petits résultats. Là, on en a eu, mais tout le monde crie aux victoires. Parce que ici, en 2025, il y a des départements qui ont retiré le renard de la liste. En 2025 jusqu'en 2025-2026, puisque la nouvelle triennale commence en 2026. Donc, ils le retirent pour 1 an. Et ils ont dit, on va voir comment ça se passe. C'est pas 1 an qu'il faut regarder, c'est un peu du plus long terme. Il faut qu'ils aillent voir au Luxembourg ou à Genève. Là, ils chassent plus le renard et il n'y a pas de problème. Déjà, il y a moins de maladies de l'échinococcose alvéolaire, parce que quand on tue un renard, on libère un espace. Et cet espace-là va être réinvesti par un renard qui était jusque-là tenu en périphérie, ou bien un jeune qui cherche à s'installer en dispersion. Et ces jeunes sont souvent porteurs, ou pas, mais potentiellement porteurs de parasites, de maladies. Et c'est comme ça qu'on fait véhiculer des maladies. On l'a vu aussi, nous, à une autre échelle, certainement beaucoup plus importante, mais tout est relatif.
avec le Covid. On voyage, on transporte et voilà. Et là, on a fait des mouvements. C'est comme avec la rage à l'époque, dans les années 60, 70, 80. On a dézingué à tout va les renards qui de toute façon mouraient de la rage. Mais ça a fait voyager les populations et c'est pour ça que la rage s'est étendue à ce point-là, quoi. Ouais. Mais ça, c'est pas encore très bien clair par chez nous, quoi. Non, ils comprennent pas, ils dézinguent et puis ils disent qu'il faut les réguler, alors qu'un prédateur se régule tout seul. Tout seul, parce qu'il se régule en fonction de la disponibilité de nourriture qu'il a sur le territoire. Alors là, il faut se poser une question, c'est parce qu'on dit oui, d'accord, mais quand on fait des élevages de volailles qui regorgent, il y en a tellement qu'elles sortent parce que les filets sont ouverts et que même les renards en périphérie sentent la nourriture facile comme ça, forcément qu'ils se reproduisent. C'est génétique, c'est un réflexe interne de l'horloge interne qui fait qu'ils vont se reproduire. C'est la nature. Voilà, c'est la nature, mais c'est un cercle vicieux du coup. Nos activités engendrent des problématiques. Et donc il faut qu'on se pose les bonnes questions. Au moins de cohabiter, quoi. C'est un peu comme certains éleveurs en Italie qui disaient oui, moi le loup il vient me chercher quelques brebis, c'est le jeu. Dans les abruzzes, il y a une autre prise de conscience et moi je trouve ça super. Bien que j'ai entendu aussi qu'il y en avait qui n'étaient pas du tout pour le loup non plus. Oui, bien sûr, mais il y a une petite évolution et ça fait plaisir de voir ça. Ça donne de l'espoir. J'espère pour le renard parce que là, comme le disait François Moutou, c'est un épidémiologiste vétérinaire qui est à la retraite, qui était à Maison-Alfort, qui disait une espèce qui est aujourd'hui en danger ou disparue, à un moment donné, elle était en bon état. Et puis à force d'avoir mis de la pression dessus, que ce soit de la chasse ou nos activités, en fait, un jour, il n'y en a plus. Et c'est trop tard. Et nous, c'est un petit peu pas notre dicton, mais notre je sais pas comment on dit, notre façon, nous on dit se préoccuper d'une espèce, attendre qu'une espèce soit en danger pour s'en préoccuper, c'est pas une option, parce que après c'est trop tard. De toute façon, c'est pas fort marche. On atteint la case de non-retour. C'est ça. On travaille aussi avec la police de l'environnement, donc l'OFB nous confie parfois des renards en transit. On en a déjà eu 2 sur un an, donc c'est déjà pas mal. Donc des saisies ou des signalements, et les gens se font saisir avec des renards qui n'ont pas le droit, parce qu'il faut avoir des autorisations bien spécifiques pour avoir un certificat de capacité, et au moins un enclos qui est validé. Et donc on répond aussi à ce besoin-là, donc on travaille avec les autorités, et nous on voudrait, on le fait déjà, parce que tous nos renards qui arrivent ici sont testés pour la tuberculose bovine, donc travailler avec le réseau Sagir par exemple, ou en tout cas faire une veille sanitaire, un suivi épidémiologique, pour que ça amène quelque chose. Et nous, c'est dans l'optique de pas d'accuser le renard de véhiculer la maladie, mais de dire nous on a ici 10 renards, il n'y en a aucun qui l'ont eu. Les renards qu'on a eu en transit de saisie, pareil, ils ne l'avaient pas. Faire des statistiques. Et puis, moi, je leur ai dit, même, profitez-en. Si vous avez besoin de poils, de crottes, d'urine, de sang, pourquoi pas, quand on va chez le véto, on peut faire avancer la science, les connaissances sur l'espèce. Même dans le comportement, là, ce sera sur de l'animal captif, mais il y a plein de choses, des observations extraordinaires à faire. Et puis, il garde quand même vraiment beaucoup d'instinct. Et nous, d'ailleurs, avec les centres de soins, dès que quelqu'un dit oui, voilà, moi j'ai un petit renard, et qu'il l'amène en centre de soins, il est automatiquement euthanasié. Parce qu'il a été en contact humain et on dit maintenant il est imprégné. Imprégné, c'est un vilain mot qui veut dire que l'animal s'identifie à l'être qu'il a recueilli et qu'il ne s'identifie plus à son espèce. C'est faux, archi faux. Tous les renards qu'on a eus, peut-être une exception ou deux près, mais c'est les exceptions qui confirment la règle, savent qu'ils sont renards. En plus, ces renards-là, on peut les relâcher. En général, quand ils ont eu un humain qui les a élevés ou adoptés, d'abord, il faut qu'il ait les yeux fermés pour se faire adopter. Sinon, c'est très rare quand on arrive à en garder un, même ne fût-ce que 2-3 mois. Ils sont sauvages. Et en général, ils s'habituent à une personne, pas plus. Et ils sont encore plus couillons avec les autres gens qu'avec qu'un renard sauvage. Nous, je le disais à Sacha, notre stagiaire, je disais, nous, les renards qui sont les plus enclins à venir vers nous, c'est les renards qui étaient sauvages à la base et qu'on a recueillis de centre de soins. Et ceux on en a 3 qui ont été en captivité illégale, eux, à part l'une, mais c'est encore un cas particulier, on ne peut pas les approcher. Ils gardent leur instinct et puis ils ont une certaine frayeur. Et en plus, si ce sont des jeunes, on les remet dans un groupe et là,
ils reprennent l'état sauvage, ils reprennent l'instinct, le côté sauvage. C'est un peu un effet de meute, même si c'est pas une meute parce que c'est complètement différent de la meute du loup. Mais moi, je suis certaine qu'on peut en apprivoiser un ici, on va le mettre dans l'enclos avec les autres. On n'y va que pour nourrir. Et puis après, dans un mois, c'est terminé, il ne s'approchera plus du tout. Donc en fait, c'est pas vrai, c'est faux. Les petits, il faut leur donner une chance. Il faut les remettre avec des... En général, il y en a plusieurs la même année, et remettre avec des sauvages. On les réintroduit, ils ont été chez des gens, mais on les met avec les autres petits. Ils se rééduquent tout seuls, ensemble, et puis après, on peut leur lâcher sans problème, et ils vont pas revenir chez les humains. Ils vont même développer, pour la plupart, une crainte et une réticence encore plus marquée que les autres. Moi, je crois qu'il faut leur donner une chance et pas euthanasier à tout va sous prétexte qu'ils ont été élevés pendant 2 mois chez un humain. Oui, bien sûr. Il faut leur donner une chance, c'est sûr. Et puis, bon, il y a des années où on en voit plus, il y a des années où on en voit moins. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y en a un peu moins de renards. Moi, personnellement, là où on vit, je n'en ai jamais vu un vivant. Non, Les seuls que j'ai vus, ils étaient morts sur le bord de la route. Ouais. Ça aussi, la route fait énormément de dégâts. Mais j'en ai jamais vu de vivant. Et j'en ai jamais vu de vivant par chez moi. Si j'en avais aperçu un, j'avais vu un semblant de fin de corps, mais je vous dis, c'est mort. Que mort. Bon, c'est déjà qu'il y en a, mais bon. Ouais, mais du coup, on se demande s'ils sont vraiment là, quoi. C'est ça qu'il y a de moins aussi. On se demande s'ils sont vraiment là, et est-ce que du coup, la nature se porte bien on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. On en voit un peu, mais on ne sait pas du tout. C'est ça qui est dommage. On ne connaît pas l'état des populations, de beaucoup d'espèces d'ailleurs. Et c'est surtout des espèces qu'on chasse dont on ne connaît pas l'état. Et bon, il n'y a même pas de quota. Il y a pas, les sangliers, je pense qu'il y a du quota, mais j'y connais rien. Mais pour le renard, c'est battu au renard, organisé, ou déterrage, ou chasse au renard. Il y a des chasseurs qui n'aiment pas ça, et il y en a qui font que ça, ou qui font les deux. Les deux, le renard et les autres gibiers. Ils ont un peu leur spécialité, on va dire. Donc voilà, le monde autour continue de classer les renards comme nuisibles, les chasser, les traquer. Mais voilà, je voulais faire ce petit documentaire pour aussi apporter un peu d'espoir, un peu de positivité, parce qu'il n'y a pas que des choses mauvaises. Voilà, tant qu'il y aura des mains pour soigner, des cœurs pour aider, des voix aussi pour raconter, pour défendre la cause, il y aura toujours ce petit espoir de faire avancer les choses, et c'est ce que font les personnes comme Karine, les personnes autant passionnées. J'ai pas trop les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu pendant cette rencontre. Voilà, me retrouver face à des renards vivants, parce que comme je vous le rappelle, j'en ai vu que des morts dans ma vie. Face à des renards vivants qui vous regardent comme ça avec leurs yeux, et ça, leur regard, ça transmet tellement de choses. J'ai trouvé ça extrêmement émouvant. D'ailleurs, j'ai versé ma petite larme en rentrant dans la voiture après. Mais voilà, c'était extraordinaire. Je me suis sentie toute petite en fait. C'était un moment, je pense, qui restera gravé à jamais dans ma mémoire. Et puis cette rencontre avec Karine qui m'a bouleversée, dans le bon sens du terme évidemment. Mais voilà, qui m'a bouleversée. Karine, c'est une femme extrêmement forte, extrêmement passionnée, dévouée, très intéressante et pleine de sagesse. Et des gens comme ça, on n'en rencontre pas tous les jours. Donc voilà, j'espère la revoir un jour, elle et ses petits protégés. Et puis voilà, donc merci Karine, merci beaucoup. Merci aux petits renards de s'être montrés quand je suis venue les voir, ce qui n'était pas gagné à la base. Et puis voilà, si vous aussi ça vous a touché, si vous aussi ça vous a plu de voir ça, vous pouvez partager le documentaire. Voilà, vous pouvez aussi parler des renards autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir le refuge.
de différentes manières, avec simplement un like sur un post Instagram, un abonnement, ou alors faire un don. Mais vous pouvez également juste changer votre regard en fait sur le renard et être un peu plus positif dessus. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à très vite sur Guadeloupiot.